La jeune fille n'a pas pu s'empêcher de se gratter le nez pendant 6 ans. Ce que les médecins ont découvert était incroyable. Bonjour à tous. Profitez de ces moments de détente pendant que vous regardez. Chicago. Par un matin d'hiver, l'air était glacial mais sec. Sur un banc de pierre au coin de la cour d'école, Alyssa était assise, recroquevillée, un bras serrant son sac à dos, l'autre main se grattant le nez à plusieurs reprises comme si elle était prise d'un réflexe incontrôlable. « Alyssa, arrête de te gratter. Tu saignes », murmura Eleanor, l'une des rares camarades de classe qui lui parlait encore, les yeux remplis d'inquiétude et de peur. « Je n'en peux plus », gémit Alyssa, sa voix étouffée comme celle de quelqu'un enrhumé. « J'ai l'impression que quelque chose rampe à l'intérieur de mon nez. » Un filet de sang rouge vif coula sur sa lèvre. Eleanor recula instinctivement. La cloche de l'école sonna. Les enfants se précipitèrent à l'intérieur, mais Alyssa resta assise, le visage pâle, les yeux sombres de fatigue. Les démangeaisons avaient commencé quand elle avait 6 ans. Au début, ce n'était qu'un léger inconfort, mais avec le temps, c'était devenu une obsession implacable qui ne s'atténuait pas malgré les visites chez des dizaines de médecins, allant de cliniques privées à de grands hôpitaux. Ce pourrait être une rhinite allergique chronique, suggéra un médecin. Non, je crois que c'est un trouble du nerf sensoriel, secoua la tête un autre. Il n'y a rien à craindre. Certains enfants traversent cette phase et s'en sortent en grandissant, conclut un troisième. Mais cela n'a jamais disparu. Les démangeaisons s'intensifièrent, remontant l'arête de son nez, suivies de maux de tête et de vertiges. Pire encore, Alyssa saignait fréquemment du nez la nuit. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille? Elle n'arrête pas de renifler tout le temps. Demanda un garçon à voix haute en classe, faisant rire tout le monde. Burke. Ne t'assois pas près d'elle, cria la fille. Bientôt, Alyssa fut complètement isolée. Personne en classe ne voulait s'asseoir à côté d'elle. Au déjeuner, elle mangeait toujours seule. Les professeurs, agacés, croyaient qu'elle inventait des choses pour attirer l'attention. Tu dois être plus sérieuse, Alyssa. Personne ne se gratte le nez constamment parce que quelque chose rampe à l'intérieur, dit froidement son professeur principal, mademoiselle Catherine. Je n'invente rien. C'est réel. Je peux le sentir comme quelque chose de vivant, sanglota Alyssa. Mademoiselle Catherine secoua la tête intérieurement. Tu dois voir un psychologue. Les choses étaient encore pires à la maison. Leur petit appartement au 4e étage d'un immeuble de Brooklyn était toujours calme et froid. La belle-mère d'Alyssa, Martha, était rarement à la maison, et quand elle y était, elle adressait à peine quelques mots à Alyssa. Leur relation ressemblait plus à celle d'un patron et d'une femme de chambre. Cet après-midi-là, alors qu'Alyssa franchissait la porte, Martha cria « Va nettoyer la cuisine. » Je ne suis pas ta fichue bonne. Je suis un peu fatiguée. J'ai saigné du nez à l'école ce matin. Fatiguée. Encore en train d'inventer des conneries. Pourquoi tu ne crèves pas tout de suite? Alyssa se figea. Elle se mordit la lèvre. Du sang séché encroûtait ses narines. Elle hocha simplement la tête et se dirigea silencieusement vers la cuisine. Cette nuit-là, alors qu'elle passait la serpillière, les démangeaisons déferlèrent comme des vagues furieuses sous sa peau. Elle laissa tomber la serpillière, s'assit par terre et se griffa désespérément les 2 côtés du nez, la tête lui tournant. Et maintenant? Martha sortit en trombe du salon, une ceinture à la main. Je ne peux plus respirer. Ça bouge dans mon nez, hurla Alyssa. Crac! La ceinture s'abattit sur son dos, une brûlure cuisante comme du feu. Tais-toi! Tu es une telle reine du drame. Personne ne plaint une folle. Personne ne la défendit. Les voisins entendirent les cris mais restèrent silencieux. Martha était la femme gentille que tout le monde saluait, qui souriait et disait qu'elle aimait beaucoup Alyssa. Mais la pauvre fille était un peu perturbée. Une fois, Alyssa essaya de parler à son professeur de biologie, mademoiselle Teresa, une femme plus âgée qui prêtait une attention particulière à ses élèves. Mademoiselle Teresa, mon nez, ce n'est pas normal. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Comme si c'était vivant. Mademoiselle Teresa plissa les yeux. Es-tu sérieuse? Est-ce que ça fait mal?
Oui, et je saigne aussi du nez. Je ne peux pas dormir la plupart des nuits à cause de ça. Mademoiselle Teresa marqua une pause, puis parla sérieusement. Je vais parler au médecin de l'école, mais ne mentionne ça à personne d'autre, d'accord? Sinon ils diront que tu inventes encore des choses. Alyssa hocha la tête. Elle sentit une petite lueur d'espoir, faible, mais réelle. La semaine suivante, le personnel des services de protection de l'enfance de la ville vint à l'école. Ils interrogèrent Alyssa en privé. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais partager? Quelqu'un à la maison t'a-t-il frappé? Demanda une femme nommée Laura, la voix douce. Alyssa hocha légèrement la tête, se grattant continuellement le nez. Ma belle-mère. Elle me frappe, ma femme. Mais le plus important, c'est qu'il y a quelque chose de très étrange dans mon nez. Laura cligna des yeux. Peux-tu expliquer ça? Je le sens bouger. Quand je me gratte, je peux le sentir se contracter. On dirait une créature. Laura échangea un regard avec sa collègue et nota quelque chose. La conversation se termina tranquillement. Quelques jours plus tard, Martha se présenta à l'école, souriante. J'ai entendu dire que quelqu'un avait signalé qu'Alyssa était maltraitée. C'est ridicule. Elle a des antécédents de pensées imaginaires depuis qu'elle est petite. Un psychologue a même noté l'année dernière qu'elle présentait de légères tendances paranoïaques. Madame Catherine hocha la tête. Nous avons également remarqué un comportement étrange. Peut-être devrait-elle revoir un psychologue. Laura n'eut d'autre choix que d'accepter, déçue. Sans preuve concrète, ce n'était que la parole d'un enfant. Et Martha, avec ses mensonges habiles, gagna à nouveau. Cette nuit-là, Alyssa se blottit dans son lit. Son nez ne cessait de la démanger. Elle se gratta jusqu'à ce que sa peau se fissure. Du sang suinta, tachant l'oreiller. Ses yeux étaient grands ouverts. Elle ne pouvait pas dormir. Pourquoi personne ne me croit, murmura-t-elle. Pourquoi ne peuvent-ils pas le voir? Je ne suis pas folle. Dans l'obscurité, la lumière des lampadaires filtrait à travers les lattes de la fenêtre, projetant de longues bandes de lumière sur le sol. Elle toucha à nouveau son nez. Il était raide, comme si la peau palpitait, quelque chose de profond à l'intérieur, observant chaque respiration qu'elle prenait. Une autre nuit passa et la jeune fille de 12 ans entama une nouvelle journée avec des yeux cernés, des doigts ensanglantés et une terreur sans nom palpitant à chaque respiration. Le cliquetis de la vaisselle résonnait dans la petite cuisine. Alyssa la lavait sous la faible lumière jaune, les mains engourdies par l'eau froide. Une ecchymose laissée par un coup de fouet marquait encore le dos de sa main droite. Elle n'osait pas s'arrêter, ne serait-ce qu'un instant. Dépêche-toi. Tu te prends pour une fichue princesse? La voix de Martha retentit depuis le salon, pleine de rage. Alyssa déglutit difficilement et répondit en tremblant, oui, oui. J'ai presque fini. Oh, alors tu oses répondre, hein? Petite morveuse irrespectueuse. Quelques secondes plus tard, Martha était derrière elle, une pantoufle en plastique à la main. Crac! Le coup atterrit sur l'épaule d'Alyssa, la faisant presque tomber. Je suis désolée. Je ne voulais pas, tu vis dans ma maison, mange ma nourriture, porte mes vêtements, et tu penses que tu mérites le pardon. Alyssa se mordit la lèvre, continuant à faire la vaisselle tandis que les larmes coulaient sur son visage. Son nez recommença à la démanger, de la même manière qu'il le faisait toujours lorsque ses émotions montaient. Cette chose à l'intérieur d'elle réagissait. Elle se gratta rapidement, essayant de ne pas laisser Martha la voir. Mais Martha vit. Encore en train de faire ce truc avec ton nez. Quoi? Tu as tant besoin d'attention? Tu crois que je ne sais pas que tu veux que les gens aient pitié de toi? Ce n'est pas ça. Ça me démange vraiment. Tais-toi. Martha attrapa Alyssa par les cheveux et la traîna jusqu'au débarras sombre sous les escaliers. Un espace poussiéreux sans fenêtre, juste une chaise en bois branlante et des murs moisis. Reste ici jusqu'au matin. Réfléchis à tes stupides coups montés. S'il te plaît. J'ai peur du noir. Je ne suis pas ta mère. On m'a forcé à t'élever. Sans ce fichu testament de ton père, tu serais à la rue maintenant. La porte claqua et fut verrouillée de l'extérieur.
Alyssa fondit en larmes. Elle se recroquevilla sur le sol, grelottant de froid. Dans l'obscurité, la démangeaison explosa comme un animal sauvage. Elle se griffa le nez, le sang coulant sur sa main. Et pour la première fois, elle jura avoir entendu un léger bruit, comme un faible grincement au fond de sa cavité nasale. Le lendemain, Alyssa arriva à l'école portant une épaisse écharpe qui couvrait la majeure partie de son visage. Eleanor s'approcha et murmura « Ça va ? Je t'ai envoyé un texto hier, mais tu n'as pas répondu. J'ai été enfermée dans le débarras toute la nuit. » Les yeux d'Eleanor s'écarquillèrent. « Pourquoi ? » Martha a dit que c'était parce que j'inventais des choses. Je voulais juste que quelqu'un me croie. Eleanor serra fort la main d'Alyssa. Je te crois, mais j'ai aussi peur de Martha. Elle est venue une fois à l'école et a parlé à mon professeur. Tout le monde pense que c'est une bonne mère. Oui, tout le monde pense ça. Cet après-midi-là, Mademoiselle Catherine, le professeur principal, appela Alyssa au bureau. Sais-tu pourquoi je t'ai appelée, Alyssa ? Non, madame. Quelqu'un a signalé ton cas à la protection de l'enfance. Veux-tu dire quelque chose ? Alyssa serra les poings et baissa les yeux. Un moment de silence passa. Je pense que c'est injuste. Je ne mens pas. J'ai vraiment des démangeaisons tous les jours. Et Martha ne m'aime pas, tu crois qu'elle te frappe ? Oui. Et qu'elle m'affame, m'enferme. Mademoiselle Catherine hocha la tête. Tu dois être honnête, Alyssa. C'est sérieux. Alyssa regarda son professeur droit dans les yeux. Je ne mens pas, mais je sais que les gens croient toujours Martha plutôt que moi. Et bien sûr, après la réunion, Martha revint une fois de plus à l'école, tout sourire. Je suis désolée si quoi que ce soit que j'ai fait a causé des inquiétudes. Alyssa est une enfant spéciale. Elle est traumatisée depuis qu'elle est petite. Mon mari, son père, est mort dans un accident, et je ne pense pas qu'elle s'en soit jamais vraiment remise. Nous comprenons, hocha la tête Mademoiselle Catherine. Ce n'est pas facile d'élever un enfant avec des symptômes psychologiques complexes. J'essaie de faire de mon mieux, mais parfois elle invente des choses, comme prétendre qu'il y a une créature vivante dans son nez. C'est déchirant. Nous lui recommanderons de suivre plus de conseils, dit Madame Teresa. Martha sourit doucement. J'apprécie vraiment cela. Je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour Alyssa. Ce soir-là, Martha jeta le vieux sac en tissu d'Alyssa sur le lit. Si jamais tu oses encore dire du mal de moi, tu n'iras plus à l'école. Tu m'entends ? Je n'ai pas dit de mal. J'ai juste dit la vérité. La vérité ? Mon cul. Elle se jeta en avant, attrapant Alyssa par le col et la secouant violemment. La jeune fille hurla de peur. Je suis désolée. Je ne dirai plus rien. Trop tard. Clac. Une autre gifle violente. Alyssa fut projetée sur le lit, sa tête heurtant le coin de la table. Elle resta là, haletante, du sang coulant de son nez, cette fois mélangé à un mucus gris foncé. Martha marqua une pause un instant, regardant la substance étrange sur la main d'Alyssa avec un froncement de sourcils. Dégoûtant. Et maintenant tu fuis on ne sait quoi. Puis elle se retourna et s'éloigna, laissant Alyssa seule dans sa douleur. Le lendemain, Madame Teresa, le professeur de biologie, prit à nouveau Alyssa à part pendant la récréation. Te souviens-tu de ce dont nous avons parlé la dernière fois, Alyssa ? Oui, je me souviens. J'ai trouvé étrange qu'il y ait des rapports prétendant que tu es mentalement instable, mais je ne crois pas ça. As-tu vraiment été frappée ? Alyssa hocha la tête. Elle ne me traite pas comme une personne pour elle. Je ne suis qu'un fardeau. Chaque jour, elle me traite d'inutile. Et ton nez ? Tu sens toujours cette chose ? Oui, c'est encore plus fort maintenant. Je peux clairement le sentir comme de douces racines qui bougent d'avant en arrière. La nuit dernière, il y avait du mucus noir. Ce n'était pas du sang. Madame Teresa se tut, visiblement secouée. Elle ouvrit son portefeuille et en sortit une petite carte. C'est la carte de visite du docteur Smith. C'est un nouveau neurologue à Chicago. Je lui ai un peu parlé de toi. Il a dit.
Si tu es d'accord, il t'examinera gratuitement. Alissa prit la carte avec des mains tremblantes. Pour la première fois, quelqu'un l'écoutait sérieusement. Cette nuit-là, Martha rentra tard. Elle sentit une odeur de désinfectant provenant de la chambre d'Alissa. « Qu'est-ce que tu fous ici ?»« Rien. Juste un peu de nettoyage. »« Qu'est-ce que tu caches dans ce sac ?» Alissa recula, protégeant son sac à dos. « Rien, juste des papiers. » Martha arracha le sac et le fouilla. La carte du docteur Smith tomba. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Qui t'a donné ça ? » Mademoiselle Teresa. « Mais c'est juste au cas où j'en aurais besoin. » Martha serra la mâchoire, déchira la carte en deux et la jeta par terre. « Tu te crois maline, hein ? Personne ne va t'aider. Je suis la seule que tu es. Et tu ferais mieux de te comporter avant que je ne te fasse disparaître comme ton père. » Alissa se figea. La dernière phrase la frappa comme un couteau. Pendant un bref instant, elle vit les vrais yeux de Martha, froids, dépourvus d'humanité. Cette nuit-là, pour la première fois, Alissa sortit le téléphone qu'elle avait caché sous son matelas et alluma la lampe de poche. Elle se pencha vers le miroir et releva doucement son nez. À l'intérieur, sous la faible lumière, elle vit quelque chose de noir, quelque chose comme une racine qui tressaillait légèrement. Alissa frissonna, essayant de l'enregistrer. Mais avant qu'elle ne puisse sauvegarder la vidéo, Martha ouvrit la porte d'un coup de pied. « Tu filmes maintenant. » Le téléphone lui fut arraché des mains et fracassé par terre. Des morceaux volèrent partout tandis que Martha piétinait. « Tu n'es qu'un déchet inutile que j'ai été forcée de recueillir. J'aurais dû t'étrangler le jour de ta naissance. » Alissa tomba à genoux, se couvrant la tête. Mais à l'intérieur, la chose dans son nez se mit à se tortiller violemment comme si elle aussi était enragée. Alissa était assise seule dans les toilettes de l'école, la porte verrouillée, le visage pâle éclairé par la lumière jaune maladive. Elle sortit un petit miroir et une mini-lampe de poche de la poche de son manteau. Ses mains tremblaient. « Cette fois, je l'aurai », murmura-t-elle, sa voix rauque à cause d'innombrables nuits blanches. Elle pencha la tête et ouvrit doucement sa narine gauche. La démangeaison sourde monta le long de l'arête de son nez comme un minuscule courant parcourant ses nerfs. Elle alluma la lampe de poche et la dirigea vers le miroir. Soudain, une forme noire apparut. Sa forme était indistincte, mais elle tressaillait faiblement comme une racine vivante. Alissa retint son souffle, figée. À cet instant, elle ne se sentait plus elle-même, mais comme l'hôte d'une créature extraterrestre. « Non, pas possible », murmura-t-elle. Elle attrapa son téléphone et commença à enregistrer. Mais soudain, un bruit sourd provenant de quelque part à proximité la fit sursauter. La caméra trembla. La lumière vacilla. La vidéo devint floue juste au moment où la créature commençait à bouger plus violemment. « Merde » halta-t-elle. À ce moment-là, quelqu'un frappa fort à la porte des toilettes. « Qui est là » entendit-on la voix d'un professeur. « Je sors tout de suite. » Alissa se nettoya rapidement et cacha le téléphone dans sa chemise. Quand elle sortit, elle rencontra le regard suspicieux de mademoiselle Lucie, son professeur de français. « Quelque chose ne va pas, Alissa ? Tu as l'air épuisée. »« J'ai juste un rhume, madame. »« Ton nez saigne. » Alissa leva la main pour l'essuyer. Le sang n'était plus rouge. Il était brunâtre, gluant et avait une étrange odeur fétide. Ça sentait la viande pourrie. Cette nuit-là, à la maison, Alissa récupéra secrètement un vieux téléphone qu'elle avait caché sous le lit. Heureusement, Martha ne l'avait pas trouvé. Elle prévoyait d'envoyer la vidéo à Eleanor. Quelqu'un doit voir ça. Je ne suis pas folle. Le message avec la vidéo fut envoyé. Mais quelques minutes plus tard, elle reçut une seule réponse, dégoûtant. Ne m'envoie plus de SMS. Immédiatement, le symbole de blocage apparut. Alissa se figea. Sa main tomba. Les larmes coulaient sur son visage de manière incontrôlable. Elle respirait lourdement, la main tendue vers son nez. La démangeaison brûlait maintenant comme du feu. Elle se gratta jusqu'à ce que sa peau saigne. « Qu'est-ce que tu fous là-dedans » rugit Martha de l'autre côté de la porte. « Et rien.
Ouvre la porte. La porte s'ouvrit violemment. Martha entra en trombe et arracha le téléphone. La vidéo était encore ouverte à moitié. Tu filmes encore ces conneries bizarres. Tu veux que les gens te traitent de monstre. Je veux juste que quelqu'un me croie. C'est réel. C'est à l'intérieur de mon nez. Tais-toi. Tu me rends folle. Martha la frappa d'une gifle retentissante, projetant la tête d'Alyssa contre le bord de la table. Elle chancela, le nez saignant à nouveau, pire que d'habitude, et l'odeur était écrasante. Martha plissa le nez et le couvrit. Qu'est-ce que c'est que cette puanteur? C'est ça. C'est cette chose. Assez. À partir de maintenant, tu n'as plus le droit d'avoir d'appareil dans cette maison. Elle piétina le téléphone, le brisant. Puis elle traîna Alyssa hors de la chambre et l'enferma à nouveau dans le placard. Reste là et réfléchis à ce que tu as fait. Plus tu parles, plus tu donnes envie aux gens de te jeter dans un hôpital psychiatrique. Le lendemain matin, elle arriva à l'école avec une ecchymose sur le front. Quand Madame Teresa la vit, elle sursauta. « Alyssa, qu'est-il arrivé à ta tête? » « J'ai glissé dans les escaliers. »« Vraiment? » ?»« Oui. » Teresa ne la crut pas. Elle baissa les yeux et remarqua des marques de griffures sur le dos de la main d'Alyssa. « Veux-tu que je parle à quelqu'un pour toi? Personne ne me croit. Même ma meilleure amie pense que je suis dégoûtante. » Madame Teresa regarda Alyssa droit dans les yeux. « Tu n'es pas dégoûtante. Ceux qui ont trop peur d'affronter la vérité sont ceux qui devraient avoir honte. » Cet après-midi-là, Alyssa était allongée sur son lit, les lumières éteintes. La pièce était baignée dans la faible lueur grise du crépuscule. Elle ferma les yeux mais ne put dormir. La puanteur de pourriture dans son nez s'était maintenant propagée à sa gorge. Elle avait l'impression de se décomposer. Soudain, une violente démangeaison la frappa. Elle se redressa d'un coup, haletante, et se précipita vers la salle de bain. Elle alluma la lumière et reprit le miroir. Cette fois, c'était plus clair que jamais. Ce n'était pas seulement une racine. Cela ressemblait à une minuscule trompe frétillante se contractant à chacune de ses respirations. Lorsqu'elle dirigea la lumière directement dessus, quelque chose brilla comme un œil réfléchissant le faisceau. Alyssa hurla, « Qu'est-ce que tu es? Sors de mon corps !» Martha accourut du salon. « Et maintenant? Il y a quelque chose dans mon nez. Je jure que je ne suis pas folle. C'est vivant. Ça a des yeux. Je l'ai vu. » Martha se figea quelques secondes, puis s'approcha, les yeux sombres. « Tu commences à me faire peur. S'il te plaît, maman, ne me frappe pas. Je dis la vérité. Tu t'entends? Tu as l'air d'une malade mentale, imaginant tout. Non, je l'ai enregistré en vidéo. Quelle vidéo? Quel téléphone? » Alyssa se figea. Elle réalisa que toutes les preuves avaient été détruites. Martha la regarda avec un sourire suffisant, comme si elle l'avait su depuis le début. « Tu n'as rien. Juste une petite psychopathe qui vit de pitié. Personne ne va te croire, Alyssa. » La nuit tomba. Alyssa ne mangea pas, Martha ne prit pas la peine de demander. Elle était allongée, le visage contre le mur, serrant fort son oreiller. Elle pouvait sentir que la créature fusionnait avec elle seconde après seconde. Sa respiration la faisait bouger comme si elle partageait le même système nerveux. Elle ne savait pas exactement ce qui vivait en elle. Mais manifestement, ça grandissait. « Si je ne fais rien, ça me tuera tôt ou tard », murmura-t-elle dans le noir. Une douleur aiguë soudaine lui traversa l'arête du nez. Elle se redressa d'un coup. Du sang coulait de son nez plus que jamais et se mélangeait à de fins fils gris. Serrant les dents, Alyssa attrapa du papier toilette et s'enfourra dans les narines. C'était inutile. Le sang continuait de jaillir, l'odeur de pourriture emplissant la pièce. Elle haleta pour respirer et s'effondra sur le sol. Dans ce moment semi-conscient, elle vit une paire d'yeux comme celui du miroir la fixant de l'intérieur de son propre corps. Et elle sut que tout ne faisait que commencer. Au milieu d'un cours de mathématiques normales, Alyssa s'affala sur son bureau. Elle n'arrêtait pas de renifler, le visage pâle, les yeux vitreux à cause d'un grave manque de sommeil.
Alissa, appela mademoiselle Rachel. Pas de réponse. Alissa. Sa voix monta. Toute la classe se tourna vers le fond de la pièce. Alissa releva lentement la tête, mais au lieu de répondre, elle s'effondra sur le bureau. Une goutte de sang tomba de son nez sur son cahier, puis une deuxième, puis une troisième, jusqu'à ce que le sang s'écoule en une longue traînée sur le sol de la classe. L'infirmière de l'école appela immédiatement une ambulance. À l'hôpital Saint-Joseph, le docteur Michael Smith, un urologue récemment muté de Denver, prit en charge le cas. Alissa gisait immobile sur le brancard, le visage pâle, le nez rempli de gaz. Martha venait d'arriver, arborant son regard faussement paniqué habituel. Que s'est-il passé? Je vous avais dit qu'elle était mentalement instable. Essayez-vous de la tuer, hurla-t-elle aux infirmières. Le docteur Smith s'avança, parlant calmement. Nous l'examinons maintenant. Elle présente des signes de perte de sang, des tissus nasaux enflammés et des mouvements anormaux à l'intérieur de la cavité nasale. Des mouvements? Que voulez-vous dire par mouvement? Une sorte de contraction des tissus mous. Je dois effectuer une endoscopie profonde pour déterminer la cause. Non, absolument pas, intervint Martha, les yeux écarquillés. Elle a subi un traumatisme et imagine toutes sortes de choses folles. Elle prétend qu'il y a un œil dans son nez ou des racines. Vous croyez vraiment une enfant délirante? Smith marqua une pause un instant et regarda Martha droit dans les yeux. Mais c'est le troisième saignement de nez sévère. Et cette fois, il y a une odeur fétide. Si nous n'enquêtons pas, cela pourrait mettre sa vie en danger. Je suis sa tutrice légale. Je ne consens à aucune sorte de chirurgie. Alissa se réveilla sous l'éblouissement cru des néons de l'hôpital au-dessus d'elle. Elle gémit doucement. Smith se pencha. Tu es réveillée. Te souviens-tu de ton nom? Alissa. Alissa Wilson. Bien. Comment te sens-tu? J'ai mal à la tête et à mon nez. J'ai l'impression que quelque chose bout à l'intérieur. Elle tourna la tête pour voir Martha debout derrière le médecin, le visage glacial. Alissa se mordit la lèvre et regarda Smith. Puis-je parler au médecin seul? Non, claqua Martha. Si elle a quelque chose à dire, je reste ici pour l'entendre. Je veux parler de ce qu'il y a dans mon nez. Smith fit signe à l'infirmière. Veuillez escorter Madame Martha à l'extérieur un instant. Je m'y oppose, cria Martha. Je suis sa mère. Vous êtes sa tutrice, pas un médecin. C'est un protocole médical. Dit fermement Smith. Une fois seule, Alissa s'assit lentement, tremblante. Docteur, me croyez-vous? Dites-moi juste la vérité. Il y a quelque chose de vivant dans mon nez. Ça bouge. Je l'ai vu dans le miroir. Je l'ai même enregistré une fois, mais ma mère a cassé mon téléphone. Smith s'assit à côté d'elle, le visage sérieux. Tu as dit l'avoir vu une fois. Ça ressemblait à des racines qui tressaillaient doucement. Une autre fois, j'ai vu un œil humain, me fixant droit dans les yeux. Il marqua une pause. Une partie de lui voulait ignorer cela, mais les yeux d'Alissa n'étaient pas délirants. Ils étaient pleins d'un appel désespéré. Quelques heures plus tard, Smith prit la décision d'effectuer une endoscopie nasale sans en informer Martha à l'avance. Il programma Alissa pour un examen privé à la clinique avec laquelle il travaillait. Cet après-midi-là, dans la salle d'endoscopie, Smith prépara l'équipement tandis que l'infirmière Emily se tenait à proximité. Alissa était assise sur la chaise, le cœur battant la chamade. « Est-ce que ça va faire mal ?» demanda-t-elle. « Ce sera un peu inconfortable. Mais tu es une fille courageuse. » La caméra commença à descendre dans sa fosse nasale gauche. L'écran afficha d'abord des structures normales, des muqueuses gonflées, quelques vieilles égratignures. Puis l'image commença à avoir des ratés. Emily, vérifie le signal. L'équipement va bien, docteur. Ce n'est pas la machine. Tous les trois fixèrent l'écran. Quelque chose de sombre commença à apparaître dans l'obscurité humide de sa cavité nasale. Soudain, un œil humain s'ouvrit brusquement, fixant directement la caméra. Alissa hurla, « Là, c'est ça. Je vous l'avais dit. »
L'œil cligna une fois, puis disparut derrière un fin tissu ressemblant à une membrane. Smith recula légèrement, les mains tremblantes. Une sueur froide perla sur son front. « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura Emily. « Ce n'est pas du tissu humain. » Alyssa haleta, se tenant le visage, tout son corps tremblant. « Je ne suis pas folle. Vous l'avez vu, n'est-ce pas ?» Smith s'assit à côté d'elle et hocha lentement la tête. « Tu n'es pas folle, mais cette chose, cela dépasse de loin la médecine conventionnelle. Ce n'est pas une maladie. C'est un organisme vivant. » Ce soir-là, quand Alyssa rentra chez elle, Martha l'attendait dans la cuisine, une ceinture à la main. « Où étais-tu ? À te faufiler comme un fichu rat. Je suis allée voir le médecin sans ma permission. » « Qui t'a dit que tu pouvais y aller ? » Docteur Smith. Il sait maintenant. Il l'a vu. Martha se figea. Son expression changea instantanément de la rage à la panique. Il a vu quoi ? L'œil dans mon nez. Martha s'avança, saisissant durement les épaules d'Alyssa. Écoute-moi bien, petite. Si jamais tu ouvres encore la bouche, je te ferai disparaître comme ton père. Compris ? Alyssa la regarda droit dans les yeux, les larmes coulant sur son visage. Que as-tu fait à mon père ? Ça ne te regarde pas. Cette nuit-là, Smith était assis seul dans son bureau. Il repassa l'enregistrement de l'endoscopie. Encore et encore, l'œil n'était pas une hallucination. Il consulta les dossiers hospitaliers d'Alyssa dans le système. Il y avait des signes de falsification de fichiers. Étrange. L'endoscopie datant de ses 6 ans était presque entièrement supprimée. Il fouilla la liste des médecins traitants précédents. Un nom ressortit, Dr Johnson. Smith murmura, Johnson. Pourquoi ce nom me dit-il quelque chose ? Il trouva un vieux dossier et découvrit que Johnson avait fait l'objet d'une enquête interne pour implication présumée dans des expériences neurologiques non autorisées sur des enfants. Mais encore plus choquant, dans la liste du personnel du centre de recherche de cette année-là, un autre nom apparut, Martha Parker, assistante de recherche. Smith se figea. Il comprenait maintenant. Alyssa n'était pas seulement une patiente typique. Elle pourrait être la victime survivante d'une expérience étouffée. Il se leva et sortit son téléphone. Alyssa, si tu as quoi que ce soit, des vidéos, même des fragments de cet organisme, j'en ai besoin. Nous devons rendre cela public. Le lendemain matin, Chicago était drapé de gris. Dans une petite pièce de la clinique privée du Dr Smith, Alyssa était assise, recroquevillée sur une chaise, enveloppée dans un sweat à capuche gris. Sous les lumières fluorescentes vacillantes, ses yeux étaient cernés et son nez était couvert de compresses de gaz. Smith vérifiait l'équipement d'endoscopie une dernière fois. Il parla doucement. Cette fois, nous enregistrerons toute la procédure. Si c'est comme ce que nous avons vu la nuit dernière, ce sera la preuve. Mais si Martha le découvre, murmura Melissa, la voix tremblante. Je te protégerai. Tu dois juste me faire confiance. L'infirmière Emily hocha la tête et ajouta doucement. Ne t'inquiète pas, Alyssa. Tu n'es plus seule. L'endoscopie commença. Cette fois, la sonde fut insérée plus profondément dans sa cavité nasale gauche. L'écran afficha des images d'une clarté cristalline, jusqu'au plus petit capillaire. Smith fronça les sourcils. Une masse sombre apparut. Elle ne ressemblait ni à du corail ni à du tissu nécrotique. Elle ressemblait à un organisme vivant indépendant avec sa propre structure cellulaire scintillant de bioluminescence. Soudain, un œil s'ouvrit brusquement au centre de la masse sombre, fixant directement l'objectif. Emily sursauta. « Oh mon Dieu, ça a vraiment un œil !» Smith bondit sur ses pieds, les mains tremblantes. L'œil cligna une fois, clair, délibéré, comme s'il les regardait en retour. Alyssa tremblait sur son siège. « Ça c'est que vous regardez. Je peux le sentir. » Smith éteignit immédiatement l'équipement. « Ça suffit. Nous avons les images. » Il enregistra la vidéo, la crypta et la copia sur 3 appareils distincts, un disque dur externe, une clé USB et un serveur cloud crypté. Emily murmura,
Docteur, ce n'est pas un parasite typique. Il est neurologiquement intégré. Smith hocha gravement la tête. Il vit dans son nerf olfactif. Et il est conscient. Alyssa se prit la tête. Je ne peux pas dormir. Il me parle, pas avec des mots, avec des sentiments. Il me force à le maintenir en vie. Après avoir organisé le séjour temporaire d'Alyssa chez Madame Teresa, Smith appela un vieil ami, le docteur Paul Davis, un expert en neurobiologie extrême qui avait autrefois travaillé avec l'Institut national de recherche. Paul, je dois te demander quelque chose. Te souviens-tu du projet de Johnson en 2016? Tu veux dire le projet de circuit neuronal? Oui, celui impliquant des parasites capables de s'interfacer avec les systèmes neuronaux humains. Paul resta silencieux un moment. Ce projet a été arrêté. Toutes les découvertes scellées. Johnson a vu sa licence révoquée pour avoir implanté des tissus non approuvés chez des enfants sujets de tests. Pourquoi évoques-tu cela? Parce que je regarde ce qui pourrait être le seul résultat survivant de ce projet. Une fille de 12 ans. J'ai une vidéo. Il y a un œil à l'intérieur de son tissu nasal. Paul tomba complètement silencieux. Pendant ce temps, Martha ignorait toujours que la vidéo avait été sauvegardée. Elle fit irruption dans la chambre d'Alyssa, fouillant tout, cherchant des téléphones, des enregistreurs, toute trace de preuve. « Tu te crois plus maligne que moi ?» hurla-t-elle dans le vide. « Tu crois que tu vas t'en tirer ?» En fouillant sous l'oreiller, Martha trouva un papier soigneusement plié, un ancien résultat d'analyse de sang datant de l'époque où Alyssa avait 6 ans. Les données étaient floues, mais le sceau national de l'hôpital était toujours visible. Martha le déchira et le brûla dans un cendrier. Personne ne peut savoir. Personne. Ce soir-là, Smith appela Alyssa. J'ai contacté quelqu'un qui peut t'aider, mais j'ai besoin de plus de données. Je veux faire un scanner de ta tête. Je ne suis pas sûr que Martha laissera faire ça. Nous n'avons plus besoin de sa permission. Smith envoya une demande d'urgence à un centre d'imagerie diagnostique privé avec lequel il travaillait. Sous la catégorie d'urgence médicale, il emmena Alyssa pour un scanner cérébral. Lorsque les images apparurent à l'écran, le visage d'Emily devint pâle. « Docteur, son nerf olfactif est complètement enveloppé dans une structure anormale. »« Pas seulement enveloppé, » murmura Smith. « Il est fusionné, et il semble avoir intégré une partie de son système nerveux central. » Alyssa, assise à proximité, se prit la tête. « J'entends des voix dans ma tête, pas des mots, plutôt des ordres. » À ce moment-là, Paul Davis arriva à la clinique de Smith. Après avoir regardé la vidéo, il parla immédiatement. « C'est ça. Johnson l'a décrit une fois, un organisme microscopique qui s'intègre au tissu nerveux et aux récepteurs sensoriels. Il peut apprendre, il peut grandir, et il peut contrôler l'hôte. Y a-t-il un moyen de l'enlever? » Paul soupira. Ils ont essayé l'ablation chirurgicale une fois. 3 enfants sont morts en 10 minutes. Et Alyssa? Elle a survécu pendant 6 ans. Peut-être que l'implant qu'elle a reçu était incomplet. Il avait besoin de temps. Smith regarda Paul, résolu. Quoi qu'il en coûte. Je vais sauver cette fille. Cette nuit-là, dans la petite chambre d'amis où Madame Teresa hébergeait Alyssa, Smith lui rendit visite. Veux-tu être libérée de ça, Alyssa? Plus que tout. Je ne veux plus vivre comme une cage pour cette chose. Smith hocha la tête. Alors fais-moi confiance. Nous avons besoin de plus de preuves. Nous devons extraire un échantillon de tissu. Un échantillon? Vous voulez dire en couper un morceau? Juste une toute petite partie. Ça n'endommagera pas tes nerfs. Peux-tu le supporter? Alyssa prit une profonde inspiration. Je peux le supporter tant qu'il perd le contrôle sur moi. Le lendemain matin à la clinique, Smith effectua une biopsie endoscopique nasale sous anesthésie locale. Alyssa resta immobile, les dents serrant une serviette. La caméra entra comme précédemment. Un microscalpel fut activé. Dès qu'il toucha le tissu de l'organisme, l'écran eut des ratés violents et Alyssa sursauta. « Arrêtez !» cria Emily, son rythme cardiaque s'emballant.
Smith retira le scalpel, mais un éclair rouge pulsa sur l'écran. Ce n'était pas dû à la lumière de la caméra. C'était une réaction bioluminescente de l'organisme. L'œil s'ouvrit à nouveau. Cette fois, il ne cligna pas. Il regarda en arrière, profond, froid, inébranlable. Après la biopsie ratée, Smith s'assit, reprenant son souffle, essuyant la sueur de son front. Il sait. Il sait que nous essayons de le tuer. Alyssa ouvrit les yeux, les larmes coulant sur son visage. Et il ne nous laissera pas faire. Smith envoya l'échantillon de tissu restant au laboratoire. Les résultats préliminaires lui donnèrent la chair de poule. Les cellules n'étaient pas humaines, ni purement parasitaires. La séquence d'ADN contenait du code biologique synthétique. Il murmura, ce n'est pas seulement une expérience médicale. C'est une forme d'arme neurobiologique. Son bureau était baigné d'une lueur froide bleu-blanc. Sur l'écran de l'ordinateur, des flux de données génétiques défilaient. Le tissu prélevé sur Alyssa ne correspondait à aucune structure biologique connue. Pas parasitaire, pas une mutation. Cette chose a été conçue, murmura Smith. À côté de lui, le docteur Paul Davis fronça les sourcils. Je n'ai jamais vu un organisme s'intégrer directement dans le système nerveux sans être rejeté par le système immunitaire. C'est comme s'il avait été conçu pour se lier d'amitié avec le corps ou le contrôler, répondit Smith, les yeux rivés sur l'écran. Paul hocha lentement la tête. Tu penses que Martha sait? Sait. La mâchoire de Smith se serra. Elle n'est pas seulement au courant, elle en faisait partie. Cette nuit-là, Smith se rendit aux archives médicales de la ville. Avec l'aide d'une ancienne collègue, Isabelle Morgan, archiviste, il obtint une autorisation d'accès temporaire. Juste une nuit, Michael, s'il découvre que je t'ai aidé. Merci, Isabelle. J'assumerai l'entière responsabilité. Smith parcourut les dossiers de traitement de 2017, quand Alyssa avait 6 ans. Le médecin traitant était indiqué comme étant le docteur Richard Johnson. L'assistante médicale, Martha Parker. En dessous, une annotation en rouge, expérience terminée. Échantillon patient échoué. Smith trembla. Échoué. Alors pourquoi Alyssa est-elle toujours en vie? Isabelle s'approcha et pointa un formulaire de transfert interne. Après la dissolution du projet, Johnson prit sa retraite et Martha disparut de la liste du personnel. Elle changea son nom dans le système et s'enregistra comme tutrice légale d'Alyssa seulement 3 mois après l'accident de son père. Smith se tourna brusquement. Cet accident était un meurtre pour le faire taire. Le lendemain matin, Smith se rendit à l'école où le père d'Alyssa avait travaillé comme professeur de physique. Il rencontra l'ancien directeur, M. Matthew Rogers, un homme sec d'une 60aine d'années, le visage sérieux et tendu. Le père d'Alyssa, Alan Wilson, était un homme bon, dit Rogers. Dévoué, honnête, posant toujours des questions. A-t-il déjà enquêté sur quoi que ce soit lié à des problèmes médicaux? Rogers hocha lentement la tête. Un jour, il est venu ici avec une pile de documents photocopiés. Il a dit que quelqu'un avait injecté quelque chose d'étrange à sa fille sans son consentement. L'hôpital a nié, mais il a commencé à rassembler des preuves. 2 semaines plus tard, il est mort d'un soi-disant accident de chute dans l'ascenseur. Smith serra le poing. Ce n'était pas un accident. Je sais, mais personne n'a osé enquêter. Quelques jours plus tard, une femme nommée Martha s'est soudainement déclarée la belle-mère légale et a obtenu la garde complète d'Alyssa. Dans le petit appartement où mademoiselle Teresa l'hébergeait temporairement, Alyssa était assise, le regard vide, près de la fenêtre. Ses yeux étaient secs. Il ne restait plus de larmes à pleurer. Teresa versa du thé et s'assit à côté d'elle. « As-tu dormi la nuit dernière, ma chérie ?» « Non, ça ne voulait pas me laisser. Ça n'arrêtait pas de chuchoter dans ma tête. Des pensées étranges. » « Quel genre de pensées ? » ? « Ça veut rester. Ça déteste la lumière. Ça déteste les scalpels. Ça apprécie ma douleur. » Teresa lui serra doucement la main. « Tu n'es pas une créature. Tu es un être humain. Et le docteur Smith va te sauver. » Alyssa serra les lèvres.
Mais Martha, elle sait quelque chose. Je suis sûre qu'elle est plus qu'une simple belle-mère. Au même moment, Smith rendit visite à Martha sous prétexte de revoir les résultats médicaux. Elle ouvrit la porte avec son maintien calme habituel, mais ses yeux trahissaient une tension. Je pensais que vous aviez compris. Je vous ai demandé d'arrêter de vous impliquer. J'ai juste besoin de voir ces médicaments. Ce que vous donniez à Alyssa la nuit. Martha croisa les bras. Ça ne vous regarde pas, vous lui donniez des somnifères à haute dose. L'un d'eux est interdit aux mineurs. Elle souffre d'insomnie. Que étais-je censé faire? Et vous violez mes droits de garde. Smith s'approcha, sa voix basse et tranchante. Vous n'êtes pas sa vraie tutrice. Vous étiez l'assistante de Johnson. Vous lui avez implanté cette chose dans le nez. Vous avez fait taire son père. Et maintenant vous avez peur que la vérité n'éclate. Martha eut un sourire narquois, mais ses yeux vacillèrent. Vous croyez tout savoir. Vous vous trompez, docteur. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui vit en elle. Je sais que c'est un organisme synthétique et je vais tout exposer. Personne ne vous croira et personne ne survit au contact avec le projet de circuit neuronal. Cette nuit-là, Smith appela Paul en visio. J'ai besoin que tu creuses plus profondément dans le projet de circuit neuronal. Je ne crois pas qu'il ait jamais été vraiment arrêté. Je pense qu'il est toujours actif, juste enterré. Paul afficha des fichiers sur son écran. Tu as raison. Je viens de trouver une inscription budgétaire suspecte du département des sciences en 2019. Aucune description, juste l'étiquette Johnson 4.0. Mon Dieu. Ils n'ont jamais arrêté. Et Alyssa en est la preuve vivante. Alyssa écrivait dans son journal chez Teresa. Son écriture était tremblante, les mots inégaux. Ça apprend plus vite. Chaque fois que j'ai peur, ça devient plus fort. Chaque fois que je suis en colère, ça palpite comme si ça me réconfortait. Parfois, je ne peux pas dire si une pensée est la mienne ou la sienne. J'ai peur. Un jour, je disparaîtrai. Tard cette nuit-là, Smith revit la vidéo de l'endoscopie. Chaque fois qu'il la regardait, l'œil lui donnait la chair de poule. Cette fois, il mit la séquence en pause au moment où l'œil s'ouvrait le plus grand. Il augmenta le contraste. Soudain, il vit un petit réseau de vaisseaux sanguins se formant autour des yeux, modelant ce qui semblait être du tissu cérébral secondaire. Il murmura, ça développe son propre cerveau. L'air nocturne de Chicago était plus froid que d'habitude. Dans l'appartement silencieux, Alyssa était assise droite dans son lit, le visage pâle, les yeux creux. L'horloge murale indiquait presque 2 heures du matin, mais elle ne pouvait pas dormir. Non pas parce qu'elle craignait Martha, non pas à cause de cauchemars, mais parce que, ça, était éveillé. Je sais que tu peux m'entendre, murmura Alyssa, la voix rauque et sèche. Tu vis en moi. Il n'y eut pas de réponse, mais une pulsation sourde partant de l'arête de son nez monta jusqu'à son front comme une vague douce. Pas exactement de la douleur, plutôt quelque chose qui la frôlait au plus profond de son esprit. Je ne te laisserai pas me contrôler. Puis une pensée traversa son esprit, claire comme une voix parlée, nous avons besoin l'un de l'autre. Sans moi, tu es vide. Alyssa recula, se prenant la tête. Non, je suis moi. Je ne suis pas ton vaisseau. On frappa à sa porte. Alyssa, ça va? La voix douce de Teresa flotta à l'intérieur. Je vais bien, je n'arrive juste pas à dormir. Le docteur Smith viendra demain. Essaie de te reposer. Alyssa ne répondit pas. Sa gorge était sèche. La démangeaison dans son nez revint, mais cette fois elle atteignit profondément son crâne. Pendant ce temps, à la clinique, le docteur Smith passa un appel urgent à la police. Je dois signaler un cas de mise en danger d'enfant avec des risques potentiellement mortels. La victime s'appelle Alyssa Wilson, 12 ans. La voix à l'autre bout du fil répondit lentement, avez-vous des preuves physiques, docteur? Oui. Des images endoscopiques révèlent un organisme vivant à l'intérieur de sa cavité nasale. L'enfant a été battu, drogué, enfermé dans des placards sombres. La belle-mère est Martha Parker, ancienne assistante de recherche du docteur Richard Johnson.
Ça ressemble à un film de science-fiction. Ça semble réel si vous voyez l'œil grand ouvert à l'intérieur du cerveau de cet enfant. Je ne plaisante pas, il y eut une pause. Puis la voix de l'officier s'adoucit. Nous enverrons une unité d'intervention d'urgence. Veuillez nous envoyer l'adresse. Martha avait perdu tout sang-froid. Dans sa cuisine froide, elle remuait un sachet de poudre blanche dans une tasse de lait chaud. Sur la table se trouvait un flacon étiqueté « Midazolam » avec un avertissement rouge, ne pas utiliser chez les enfants de moins de 16 ans. Ils ne l'emmèneront pas, marmonna-t-elle. Pas alors qu'elle est si proche de la phase finale. Elle ouvrit son sac à main, en sortit une seringue, aspira du liquide d'une petite fiole en verre et se dirigea silencieusement vers la pièce où Alyssa séjournait. Teresa répondit à la porte quand Martha sonna. « Je suis ici pour ramener Alyssa à la maison. » Le médecin a dit qu'elle devrait se reposer dans son propre lit. Il est 2 heures du matin, Madame Martha, fronça les sourcils Teresa. Je suis juste inquiète pour elle. Et j'ai le droit légal de la garder ici jusqu'au matin, conformément à l'accord avec la police. Vous devriez partir. Martha sourit finement. Êtes-vous sûre de vivre jusqu'au matin? Avant que Teresa ne puisse réagir, Martha la frappa d'un coup de poing soudain au cou. Elle s'effondra, inconsciente. Martha l'enjamba, entrant dans la maison comme une ombre. Dans la chambre, Alyssa était appuyée contre le mur lorsque la porte s'ouvrit violemment. « Lève-toi, petite cinglée. » Les yeux d'Alyssa s'écarquillèrent. Elle essaya de se lever. « Que as-tu fait à mademoiselle Teresa ?» Elle dormira un moment. « Tu n'es pas ma mère. » Martha s'approcha, ricanant. « Tu as raison. Je ne suis pas ta mère. Je te surveille depuis le début de l'expérience. » Quelle expérience? Le projet de circuit neuronal. Johnson et moi t'avons implanté l'organisme quand tu avais 6 ans. Tu es la seule à avoir survécu. Pourquoi? Pourquoi moi? Parce que tu es l'enfant d'un traître, Alan Wilson. Ton père travaillait pour le département de l'éducation. Il a découvert le projet et prévoyait de le révéler. Alors je l'ai séduit, je l'ai épousé et je lui ai fait croire que tu avais besoin d'un traitement spécial. Alyssa recula, les larmes coulant. Tu as tué mon père. Oui. Et je te tuerai aussi si tu ne te tais pas, elle sortit la seringue et s'approcha. Alyssa hurla. À l'aide. Quelqu'un, aidez-moi. Juste à ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit en grand. L'officier Smith menait une équipe de 3 officiers. Lâchez la seringue. Martha se retourna, le visage tordu de rage. Vous êtes trop tard. Elle plongea l'aiguille dans son propre bras et s'effondra sur le sol, écumant de la bouche. Smith se précipita vers Alyssa. Ça va? Je crois. Elle s'est injectée elle-même. Un officier confirma. Ce n'est pas une dose létale. C'est un anticonvulsivant. Probablement une réponse déclencheur biochimique. Nous l'emmenons. Alyssa fut emmenée à l'hôpital. Pendant tout le trajet, elle répéta la même phrase encore et encore. Vous me croyez maintenant, n'est-ce pas? Smith lui tenait la main. Je ne te crois pas seulement. Je vais te sauver. Je te le promets. La sirène de l'ambulance résonna dans les couloirs du centre médical de l'Université de Chicago. Alyssa fut transportée d'urgence aux urgences dans un coma profond. Son nez saignait de manière incontrôlable. Chaque fois qu'un médecin essuyait le sang, un mucus noir épais suintait. Ni punissant, mais puant la chair en décomposition. Tension artérielle chutant rapidement. Rythme cardiaque irrégulier. Appelez le docteur Smith et faites venir l'équipe d'imagerie maintenant. Smith arriva en courant, enfilant son manteau tout en criant, où est-elle? L'infirmière Emily l'arrêta. Elle subit un scanner d'urgence. Smith, elle pourrait ne pas survivre si cette chose atteint son cerveau. Smith serra les poings. Nous ne laisserons pas cela arriver. Dans la salle de contrôle, les images du scanner apparurent lentement. Le moniteur révéla une structure ressemblant à une racine, semblable à des tentacules, se développant de la cavité nasale directement dans le nerf olfactif, s'accrochant à la base du lobe frontal.
Qu'est-ce que c'est que ça? S'exclama un médecin. Smith se figea. Il pointa à l'écran. Ce n'est pas du tissu humain. C'est un organisme vivant formant une connexion neuronale avec le cerveau. Est-ce extraterrestre? Demanda tranquillement un autre médecin. Non. Fabriqué par l'homme. Une expérience interdite combinant des tissus neurono-sensoriels. Interdite depuis 2017. Pouvons-nous l'enlever? Smith prit une profonde inspiration. Nous devons opérer et nous devons le faire maintenant. Au poste de police du district de Queen, Martha était assise, menottée, dans la salle d'interrogatoire. Son visage était pâle, ses cheveux en désordre, mais ses yeux restaient froids et provocateurs. Le détective Rebecca Taylor était assise en face d'elle, plaçant 3 photos sur la table. L'une de l'image endoscopique de l'organisme dans le nez d'Alyssa, l'une du dossier personnel de Martha de l'Institut Johnson, et la 3e une copie du certificat de décès d'Alan Wilson. Vous savez ce que nous avons, n'est-ce pas? Martha resta silencieuse. Rebecca poussa l'image endoscopique plus près. C'est l'œil de l'organisme biologique à l'intérieur de la cavité nasale d'Alyssa, l'enfant à qui vous l'avez implanté alors qu'elle n'avait que 6 ans. Martha eut un léger sourire narquois. Vous appelez ça un organisme? Non, c'est une structure évolutive. Vous admettez avoir travaillé avec Johnson. Je ne le nie pas, et vous étiez impliqué sentimentalement avec le père d'Alyssa avant de le tuer. Silence. Rebecca se pencha en avant sur la table. Je n'ai pas besoin d'aveu. La vidéo du Dr Smith, les dossiers archivés et les témoignages de vos anciens collègues suffisent à vous inculper de maltraitance d'enfants, de meurtre avec préméditation et de conduite d'expérience biologique illégale. Martha parla lentement, les yeux vitreux. Vous ne comprenez pas. Si Alyssa survit, elle deviendra la première interface neuronale de l'espèce humaine. Vous venez de tuer l'avenir. Rebecca eut un sourire narquois. Non, nous sauvons un enfant du monstre que vous avez aidé à créer. Dans la salle d'opération, Alyssa gisait immobile, la peau pâle comme neige, son rythme cardiaque instable. Le docteur Smith se tenait au-dessus de la table, en face du docteur Samuel Harris, chef du service de neurochirurgie. Êtes-vous sûr, Michael? Si nous touchons mal la voie olfactive. Nous avons assez attendu. Ça se propage au lobe frontal. Si nous ne l'enlevons pas maintenant, ça prendra le contrôle de son système nerveux. Alors commençons. L'opération dura 6 heures. Smith dirigea l'opération. Chaque incision calculée, chaque mouvement mesuré. L'organisme s'accrochait à son tissu neuronal comme des tentacules. Chaque tentative de le décoller comportait un risque d'hémorragie cérébrale. À mi-parcours, le rythme cardiaque d'Alyssa s'arrêta. Arrêt cardiaque. Prenez le défibrillateur, cria quelqu'un. Samuel hurla, nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant. Une partie de l'œil a atteint la base du cerveau? Smith cria, dégagez. 3, 2, 1. Choc. Bip. Le moniteur sursauta. Le cœur d'Alyssa se remit à battre. L'équipe expira de soulagement. Une fois l'organisme entièrement retiré, Smith le scella dans un bocal de confinement en verre. À l'intérieur, la masse noire avec ses yeux fixes bougeait encore, observant tout le monde dans la pièce comme si elle était encore vivante. Emily frissonna. Ça nous regarde. Smith secoua la tête. Non, il est maintenant coupé de son système nerveux. Ce n'est qu'un corps sans vie. Alyssa fut transférée en salle de réveil. Des infirmières l'entouraient, des machines surveillant chaque signe vital. Smith s'assit à côté d'elle, lui tenant doucement sa petite main. 1 heure plus tard, Alyssa remua et ouvrit lentement les yeux. Docteur. Alyssa, tu m'entends? Est-ce toujours là? Smith sourit doucement. C'est parti. Tu es libre maintenant. 2 jours plus tard, les médias à travers les États-Unis explosèrent. Les grands titres du New York Times, du Washington Post et du Chicago Tribune lisaient « Parasite neuronal, une jeune fille survit à 6 ans d'expérimentation illégale ». Martha Parker, assistante du projet Johnson,
arrêté pour de multiples chefs d'accusation. Le docteur Michael Smith, qui a découvert un organisme vivant dans la cavité nasale d'un enfant, nominé pour le prix laser d'excellence médicale. Au poste de police, Martha était assise seule dans sa cellule. Une lumière blanche et froide projetait des ombres sur son visage émacié, ses yeux lointains. Une jeune policière entra et lui tendit un journal plié. Tout frais sorti de presse. Le docteur Smith vient d'obtenir la tutelle légale d'Alyssa. La fille se rétablit bien. Martha ne répondit pas. L'officier ajouta, « Vous avez perdu. » Martha eut un rire sec et murmura, « Vous n'avez coupé que sa queue. » À l'hôpital, Alyssa était assise dans son lit, tenant la main du docteur Smith. « Le sens-tu encore ? » « Non. Juste du vide, mais plus léger. Toujours étrange. Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Et maintenant, tu peux tout recommencer. » Alyssa sourit, ses yeux brillants de vie. « Docteur, je ne veux pas seulement être une survivante. Je veux comprendre. Je veux l'étudier. Je veux étudier les neurosciences. » Smith resta silencieux quelques secondes, puis sourit chaleureusement. « Alors je t'aiderai, quoi qu'il arrive. » 6 ans plus tard. Sur une petite place en face de l'Institut national de neurosciences à San Francisco, la douce brise printanière dansait dans l'air. Le soleil brillait sur les cheveux châtains d'Alyssa, maintenant âgée de 18 ans, grande, confiante, avec des yeux vifs et déterminés. Elle portait un chemisier blanc sous un blazer bleu marine, un badge nominatif épinglé à sa poitrine indiquant « Chercheuse en neurosciences, Université de San Francisco ». Alyssa se tenait devant le bâtiment en verre de 3 étages, le cœur plein. Elle prit une profonde inspiration pour la première fois depuis des années. Son nez ne la démangeait pas. Il n'y avait plus de puanteur, plus d'yeux qui observaient de l'intérieur. À côté d'elle se tenait un homme grisonnant au sourire aimable, le docteur Michael Smith, maintenant dans la cinquantaine, professeur honoraire à l'Université de Chicago. « Nous l'avons fait, dit-il, la voix chaude. Le premier pas d'un nouveau voyage. Je n'arrive toujours pas à y croire. J'ai vraiment été admise. Tu n'as pas seulement été admise. Tu l'as mérité. » Alyssa eut un léger rire, les yeux embués. « Si vous ne m'aviez pas cru à l'époque, alors je n'aurais pas sauvé un génie. » Ils échangèrent un regard. Plus aucun mot n'était nécessaire. Les longues nuits, les cauchemars, les scanners horribles, tout cela était derrière eux maintenant. Juste des souvenirs et de la motivation. Ce soir-là, Alyssa apparut dans une émission de télévision américaine spéciale intitulée « À travers l'enfer, histoire vraie de survie ». Elle était assise au centre de la scène sous des lumières douces. L'animatrice, une femme d'âge moyen nommée Claire Monroe, commença. « Mesdames et messieurs, la jeune femme devant vous est un symbole vivant. Une survivante de l'un des cas de bioéthique les plus choquants de l'histoire récente des États-Unis. » Alyssa eut un sourire humble, les yeux baissés sur ses mains posées sur ses genoux. « Merci, mademoiselle Claire. Je suis profondément émue d'être ici pour enfin partager une histoire qu'à l'époque presque personne ne croyait. » L'animatrice hocha la tête, la voix douce. « Pouvez-vous partager avec le public ce qui a été la chose la plus douloureuse que vous ayez traversée ?» Alyssa marqua une pause un instant, puis parla, la voix claire et ferme. « La chose la plus douloureuse n'était pas la créature dans mon nez. Ce n'était pas les coups ou le dégoût dans les yeux des gens. C'était de dire la vérité à voix haute et que personne ne me croit, d'être traitée comme si j'étais folle, une nuisance, juste parce que ce que je ressentais ne correspondait pas à l'idée du monde de la normalité. » L'auditorium tomba complètement silencieux. Elle continua, si ce n'avait pas été le docteur Smith. S'il n'y avait pas eu un adulte assez courageux pour poser des questions, pour écouter, je serais peut-être morte comme mon père. Et cette créature, elle aurait pu se multiplier. Claire Monroe essuya une larme. « Et maintenant, que voulez-vous faire de cette nouvelle vie ? » « Je veux devenir neurologue, mais pas seulement pour traiter les maladies. Je veux étudier ce que la médecine n'a pas encore osé nommer. Pour qu'aucun autre enfant n'ait à crier de désespoir comme je l'ai fait autrefois. » Des applaudissements tonitruants éclatèrent dans toute la salle. Beaucoup se levèrent. Après l'émission,
Alyssa retourna dans sa chambre d'hôtel et ouvrit le vieil ordinateur portable que le docteur Smith lui avait donné quand elle avait 16 ans. Sur l'écran, des dizaines de documents de recherche apparurent, études sur le système nerveux olfactif, mécanismes de stimulation cellulaire étrangère et les fichiers anatomiques sur l'organisme désormais officiellement classé comme menace biologique de type à haut risque. Elle ouvrit un fichier, fixant la vieille photo. L'image endoscopique de l'œil vivant à l'intérieur de son nez, son regard froid, extraterrestre. Alyssa murmura, « Tu m'as autrefois contrôlé, tu m'as fait croire que tu faisais partie de moi, mais tu n'es qu'un souvenir, et j'ai gagné. » Elle cliqua sur le bouton d'alimentation. L'écran devint noir. Une semaine plus tard, lors de la cérémonie de remise des bourses aux jeunes chercheurs panaméricains à Boston, Alyssa monta sur scène pour recevoir son prix. Devant des centaines de professeurs et d'experts internationaux, elle prononça son discours en allemand courant. « Je ne suis pas venue ici pour raconter une tragédie. Je suis venue parce que je crois que la science peut sauver des vies, mais elle peut aussi les détruire lorsqu'elle manque d'éthique. Je suis le résultat d'une erreur. Mais j'ai choisi de transformer cette erreur en connaissance. C'est pourquoi je consacrerai ma vie à étudier la frontière entre la vie et le contrôle. » Tout l'auditorium se leva, applaudissant sans arrêt. De retour aux États-Unis, Martha Parker fut condamnée à 26 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle pour meurtre, maltraitance d'enfants, expérimentation illégale et obstruction à une enquête criminelle. Lors de l'audience finale, lorsqu'on lui demanda si elle avait quelque chose à dire à la victime, Martha regarda silencieusement Alyssa, qui avait témoigné à la barre, puis se détourna sans un mot. Alyssa ne regarda pas en arrière. À la fin de cet été à Chicago, Smith organisa une petite fête d'adieu chez lui pour célébrer le prochain voyage de recherche à long terme d'Alyssa en Allemagne. Des collègues, d'anciens étudiants et l'infirmière Emily vinrent tous. Il y eut des rires, de la musique douce et même quelques larmes. Emily trinqua avec Alyssa. « Je me souviens encore de la façon dont cette créature nous regardait. Mais quand je regarde dans tes yeux maintenant, je sais qui a gagné. Je n'ai pas gagné seule. Tous ceux qui ont cru en moi l'ont fait, » répondit Alyssa. Smith s'approcha et lui tendit une petite boîte. Un cadeau d'adieu. Alyssa l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un bonnet chirurgical brodé des mots, celle qui a vaincu les ténèbres. Conquérante de l'obscurité. Elle le serra fort dans ses bras. Je le porterai le premier jour de ma résidence. Lors de sa dernière nuit en Amérique, Alyssa se tenait à sa fenêtre, contemplant les lumières brillantes de la ville. Elle inspira profondément. Une brise fraîche passa, transportant le léger parfum des citronniers qui bordaient la rue. Il n'y avait plus de puanteur, plus de démangeaison, plus de peur, seulement la foi. Elle ferma les yeux et murmura comme un vœu, « J'ai survécu, et à partir de maintenant, je vivrai pour les enfants, et personne ne croit. » L'histoire d'Alyssa nous rappelle que la vérité, aussi profondément enfouie soit-elle, trouvera toujours un moyen de sortir si quelqu'un est assez courageux pour l'écouter et la protéger. Parfois, le monstre le plus dangereux n'est pas celui qui se cache dans l'ombre, mais l'apathie d'un monde qui refuse de reconnaître la douleur de quelqu'un d'autre. Dans une société pleine de doutes et de jugements, la chose la plus précieuse est la croyance en la voix de ceux qui ne sont jamais entendus. Et parfois, il suffit d'une seule personne qui croit en vous. Cela seul peut vous sauver des ténèbres. Si vous avez apprécié cette histoire, nous vous invitons à lui donner un « j'aime » et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à vous apporter des histoires réconfortantes presque tous les jours. Nous vous sommes très reconnaissants de votre soutien. À bientôt. 可是它这个才300墨而已，它就700墨。静静打磨自己。啊，最想到了，只有一口浓我想到了。等一下，不应该会。无呢？便当配置。
好，就是第二件事，这个。看一下，没有。都人，不，很好说。要啊，神奇吧？对啊，啊，可以结账吗？Apple Pay。Apple Pay。我绑定直接刷就好。叶景怡。好了哦。好，那就可以麻烦一下，谢谢。没有的。好热，来一道。这颜色也还没，那还是烫的。有没有搞错啊？有没有搞错啊？竟然冲不进去了，怎么可能？免疫盒，我不知道。对啊，冲不进去啊！你等我一下哦。怎么可能冲不进去？是嘞。
你一会我上次在这边走，哦，你上次在这边骑单车，你等我一下，你们等我一下，因为我发现电池啊充不进去了，很奇怪啊，为什么会充不进去？我发现设备充不进去，我要看一下什么问题。太烫，有可能是太烫。太烫的话，如果我把电池拿出来，我把电池拔掉拿出来，他不给充，对啊，不给充。不给充的话，好，我试试看，我把那个电池拔起来看看。你们等一下，我把电池拔起来。对啊，不知道为什么他们就是充不进去。我看看是什么，太热了，太热。最有可能就是温度太高。对啊，运动下。感觉有点无法。哦，真的很烫啊！哎呀，哎呀！等一下哦。不晓得会不会断线，画面会不会不见，我不知道。